Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo où on va développer la deuxième partie de ma présentation, donc qui, je le rappelle, a pour thème technologie et environnement. Et donc dans la précédente vidéo, on a essayé de parler du concept d'Homo faber. On a fait une petite chronologie vraiment très loin d'être exhaustive, un petit peu du passage de la technique à technologie. Et on a essayé de s'interroger sur les conséquences qu'elle pouvait avoir et surtout comment l'écologie politique pouvait avoir une vision, une approche sur le sujet. Et donc avant de poursuivre d'ailleurs vers cette deuxième partie, j'aimerais faire une petite mise au point par rapport à cette chronologie où j'ai essayé de la faire sous un prisme quand même assez particulier puisque en fait j'ai surtout parlé de la zone Europe et ça a été fait non pas par ignorance parce que je suis pas du tout ignorant que la technique c'est un phénomène universel qui s'est développé d'ailleurs dont le berceau de beaucoup de grandes découvertes techniques, des outils importants comme la roue, comme l'écriture, qui est aussi quelque part un instrument, un outil, et tant d'autres ont été découverts un peu partout dans le monde, et je pense que chaque continent, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, tous les continents et chaque civilisation à un moment de l'histoire a apporté sa grande contribution donc au développement de ces techniques. Et si j'avais choisi de l'axer sur l'histoire de l'Europe, c'est parce que c'était par rapport justement à cette relation de transformation entre technique et technologie qui par contre, elle, s'est effectuée vraiment lors de la révolution industrielle, donc qui est née pour le coup en Europe, mais qu'on doit percevoir comme un prolongement justement d'une rencontre de plusieurs cultures, parce que cette époque aussi, c'est aussi une époque de mondialisation, et donc cette révolution industrielle européenne, il faut la voir aussi quand même comme l'aboutissement, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, de découvertes dont diverses civilisations à travers le monde ont participé, notamment l'Orient, qui a été un grand médiateur entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et voilà, donc c'était important de faire ce rappel parce que je ne voudrais surtout pas qu'on pense que j'ai été coupable d'un tel aveuglement. Alors, donc, continuons et donc reprenons la tradition maintenant que j'ai décidé d'instaurer pour chaque partie, développement d'une partie, de l'introduire par une citation. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de citer Paracels, donc un alchimiste du XVIe siècle, d'ailleurs alchemia, un mot d'origine arabe, l'alchimie qu'on décrit souvent comme l'ancêtre de la chimie. C'est un vaste débat ce sujet. Mais donc voilà, revenons à la citation. Tout est poison et rien n'est poison, c'est la seule dose qui fait le poison. Pourquoi j'ai choisi cette fois-ci cette phrase? Eh bien, c'était aussi par rapport donc à mon précédent exposé, donc à cette première partie que j'ai développée autour de Homo faber, et pour dire que la technique, justement, l'idée ce n'est pas de développer un discours technophobe, donc contre la technique. L'idée, c'est justement de dire que cette technique, le problème, c'est pas le fait qu'elle existe et qu'elle soit une partie inhérente de la nature humaine, comment le renier, mais et qu'elle soit aussi capable de réaliser de nombreux miracles et de nombreuses choses qui ont été bénéfiques pour l'humanité, mais tout est une question, je pense, de dose. Et ce qui est à remettre en question, ce n'est pas la technique, mais c'est ce seuil de contre-productivité, aurait dit Ivan Illich, donc un des grands théoriciens de l'écologie politique européenne, et qui a été aussi assez lu aux États-Unis. Donc ce seuil de contre-productivité qui fait que
À un moment, la technique est devenue une institution, est devenue donc non plus seulement un moyen d'atteindre un objectif, mais est devenue la finalité de tous les moyens. Et c'est donc ça qu'on doit remettre en question, et non pas la technique. C'est l'utilisation de la technique et le fait que cette technique, elle n'est plus neutre aujourd'hui. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc nous intéresser cette fois-ci à tout ce qui nous entoure, que nous entourons, qui nous influence et que nous influençons. Cette phrase résume, je pense, c'est la définition la plus simple et la plus évidente à mon avis, la plus incontestable de ce qu'on pourrait appeler l'environnement. Donc ce qui nous environne, voilà, et une relation donc à un environnement qui ne doit surtout pas être quelque chose de passif ou de quelque chose qu'on doit subir, mais vraiment, n'oublions pas que l'écologie, l'oikoslogia, c'est la science qui traite non seulement de l'habitat, mais surtout des interactions entre les habitants et cet habitat, et aussi entre les habitants eux-mêmes, les différentes catégories, espèces d'habitants. Et donc, l'environnement, quelque part, ça ne doit pas, si on veut faire la relation entre l'écologie et l'environnement, on doit rester dans cette optique, donc de tout ce qui nous entoure, soit, mais que nous entourons aussi, donc les impacts de nos actions qui nous influencent, en effet, mais aussi les impacts de nos actes, donc que nous influençons. Et il est important, à mon avis, à mon humble avis, que cet environnement reste aussi une sphère que nous influençons et que nous entourons, et pas seulement qui nous entoure et qui nous influence. La technologie, je pense que, et je ne suis pas le seul à le penser, aujourd'hui, et elle a toujours été un élément important, les outils, les objets ont été toujours des éléments importants de l'environnement de l'être humain, de l'écosystème de l'être humain. La nature, oui, mais considérer la nature qui entoure l'être humain sans le média, des objets et des outils, sans donc comprendre la relation que l'être humain a aussi avec les outils et avec les objets, je pense que c'est passer à côté vraiment de quelque chose d'important. Parce que peut-être que cette relation qu'a l'être humain avec la nature, elle est symptomatique justement de la relation qu'il a avec son environnement le plus intime. Et je pense son environnement le plus intime, c'est le langage qui est lui aussi quelque part un outil, un instrument, et le reste des outils et des objets. Voilà, et c'est peut-être dans cette relation, il y a peut-être quelque chose qui se passe, qui s'est passé ou qui se passera dans cette relation qui pourra rééquilibrer cette relation que l'être humain aura avec son oikos, avec l'écologie, avec son environnement, et n'en fera pas seulement un eukonème, donc un environnement aseptisé ou un environnement qu'il aura totalement adapté à ce qu'on avait parlé, à ce culte de l'utilité et de l'efficacité, et qu'il en fasse quelque chose justement qui dépasse ces notions bassement matérialistes. Alors, puisqu'on parle de langage, puisqu'on parle d'outils, de techniques, on va essayer de voir un petit peu comment, justement, souvent, des révolutions technologiques, techniques, s'accompagnent de révolutions culturelles, ou alors comment aussi justement, certaines révolutions culturelles, philosophiques, peuvent accompagner aussi l'émergence de certaines technologies. C'est un peu le dilemme de la poule et de l'œuf. Je ne vais pas dire que je vais le résoudre ici, mais en tout cas, j'aimerais prendre l'exemple, par exemple, de l'écriture et des livres. Pendant très très longtemps, donc, l'accès aux livres, il était, donc pour le kidam, hein, le lambda, il était en fait régulé par deux choses essentielles. Il y en a sûrement d'autres, mais deux qui me paraissent vraiment évidentes et incontournables. La première, c'est savoir lire. Dans de nombreuses régions, notamment en Europe, la majeure partie des gens ne savaient ni lire ni écrire pendant très très longtemps. Donc l'accès aux livres était déjà limité par cette, par cette contrainte.
Mais une fois cette contrainte dépassée, il y avait aussi le fait que comme ces livres étaient souvent la possession de communautés dans des bibliothèques, qu'ils étaient écrits à la main, copiés, donc produire un livre, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'argent, de ressources, et donc c'était quelque chose de précieux et quelque chose qui ne se partageait pas facilement. En général, pour avoir accès à un livre, il fallait aussi passer par une communauté, une école, et donc passer par une initiation. Et en général, quand on vous délivrait donc le livre, il était toujours accompagné d'une exégèse, ou en tout cas d'une explication, et il y avait donc l'information, le savoir qui était transmis, mais avec l'explication du savoir. C'est-à-dire qu'il y avait une relation entre comment dirais-je, l'usager du livre, le lecteur, et le livre. Il y avait toujours un média, et ce médiateur, c'était une tradition, on pourrait l'appeler comme ça, donc une tradition intellectuelle, philosophique, religieuse, qui justement permettait ou obligeait ce lecteur d'aborder ce savoir avec vraiment une vision du coup qui n'était pas forcément objective, mais en tout cas ça permettait d'y accéder armé aussi d'une exégèse. Donc c'était à la fois quelque chose de positif et de négatif. Seulement, comment dirais-je, le fait que le savoir s'est retrouvé, donc cette culture écrite, mettons de côté la culture orale, mais je pense que même pour la culture orale, il y a eu longtemps et toujours, elle s'est transmise par initiation, par un mode de maître à disciple. Eh bien, ce savoir écrit, avant très longtemps, donc il était, ce qui faisait en fait, excusez-moi, que donc pour avoir accès à ce savoir, il fallait forcément subir le joug d'une communauté, ou en tout cas, quand je dis subir le joug, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il fallait se plier aux exigences et aux vues d'une communauté. Quand à un moment, donc un certain Luther a commencé, et pas lui seulement, mais il a été un peu le porte-parole et l'étincelle de ce courant religieux, en fait, quand il a commencé à y avoir un schisme au sein de la religion catholique, et qu'on a commencé justement à demander à ce que le message donc biblique passe directement entre le croyant et le livre et les écrits, et qu'il n'y ait pas l'Église ou qu'il n'y ait pas un clergé qui soit médiateur entre les deux, et qu'il y ait une forme de liberté de culte plus importante, eh bien, quelque part, l'invention en 1450, donc invention à Mayence de Gutenberg de l'imprimerie, ça peut porter aussi à caution, parce que je pense que l'imprimerie n'a pas été inventée à ce moment-là précis. En tout cas, en Chine, il y a déjà eu, de ce que je sais, et je suis sûr qu'il y a d'autres prototypes donc de machines à imprimer qui ont été conçues, pensées ou construites bien avant. Mais le fait c'est que Gutenberg, en développant, inventant l'imprimerie, va donner justement l'outil qui va permettre à cette réforme, à ce protestantisme, de justement pouvoir s'exprimer et se développer selon ses vues. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que justement en 1534, et je crois que c'est le premier livre d'ailleurs qui a été publié, imprimé, une Bible complète, y compris les livres apocryphes, donc c'est-à-dire tous les textes qui avaient été lors du concile de Nicée notamment, et puis tout le long justement de l'emprise de l'Église catholique sur la religion chrétienne, tous les évangiles qui avaient été considérés comme apocryphes, donc qui n'étaient pas reconnus, normés, ont été publiés. Et c'est ainsi donc que le protestantisme, armé de cet outil de l'imprimerie, donc qui permet donc de
de publier des livres vraiment à grande échelle, de donner l'accès justement aux livres de façon beaucoup plus simple, conviviale, ergonomique, et permettre à ce que le message biblique soit transmis sans justement la médiation du clergé. Et voilà donc un très bon exemple où en fait comment dirais-je, un progrès technique et une réforme, on va dire une réforme institutionnelle, une réforme philosophique, idéologique, religieuse ou en tout cas culturelle se rencontrent pour donner naissance à, ou en tout cas pour se développer ensemble. Et il y a un courant de pensée dont Weber, donc ce grand penseur, ont poussé un peu plus loin justement en disant que peut-être que cet esprit donc de libéralisme, en fait justement de volonté d'avoir une relation directe avec le savoir, a été peut-être porté les bases de ce libéralisme capitaliste qui se serait développé tout au long après justement, et sachant que aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, sont des pays souvent qui sont beaucoup plus justement avec une culture réformiste, donc avec une certaine hostilité et hostilité vis-à-vis du clergé catholique et un libéralisme de culte. Eh bien voilà, après, bien entendu, il y a aussi des gens qui contestent cette parenté, mais c'est intéressant de voir que, en tout cas, ici, on a la rencontre entre justement, je répète, un développement technique et une idéologie, et qui va avoir une influence énorme, énorme, énorme sur l'histoire d'une région du monde, et puis par extension plus tard sur le reste du monde. Alors, cette bulle à écrire de Hansen, donc c'est un des ancêtres de la machine à écrire. Le célèbre philosophe Nietzsche, lui aussi qui a quand même été un des grands maîtres d'œuvre de la modernité philosophique, intellectuelle, en remettant en question énormément de choses, et toute une tradition, eh bien, on parle souvent aussi d'un épisode de sa vie pour montrer l'influence donc que peut avoir justement un outil, un instrument sur la créativité de quelqu'un. Puisque Nietzsche, en fait, vers la fin de sa vie, donc je crois 1882, il publie une lettre écrite donc avec cette machine. Il commence à s'y intéresser parce qu'il commence à vieillir, il a du mal à écrire naturellement, il a envie de s'armer de cet outil. Et là, fait assez intéressant, les gens commencent à dire que le style de Nietzsche, en fait, a changé. Il est devenu beaucoup plus télégraphique. Vous savez, Nietzsche, quand même, est réputé pour ses grandes envolées lyriques, pour son style vraiment incomparable, d'une grande richesse et d'une grande puissance lyrique. Eh bien, progressivement, au contact de cette machine, eh bien, le style de Nietzsche va s'assagir et va devenir justement à l'image de l'utilisation, en fait, qu'il va faire, puisque du coup, je pense que cette machine va lui imposer une autre manière d'écrire. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, à l'ère où le clavier est devenu vraiment donc l'outil principal pour écrire, de nombreuses études prouvent que écrire avec un stylo, donc c'est l'écriture manuscrite, développe certaines parties de notre cerveau qui ne sont pas du tout sollicitées quand nous écrivons avec un clavier. Donc vous voyez à quel point un outil peut influencer, donc on l'a vu avant, carrément sur favoriser le développement d'une idéologie, ou en tout cas répondre aux besoins d'une idéologie, mais comment aussi il peut, dans la conception de cette idéologie, de la créativité d'un individu, cette fois-ci, eh bien, il peut avoir une influence très prégnante.
Aujourd'hui, on entend beaucoup dire que l'ordinateur quelque part est conçu comme le cerveau humain. Voilà, je pense que beaucoup de gens font un petit peu cette erreur et pensent que, en fait, on est en train de concevoir l'ordinateur ou l'intelligence artificielle vraiment comme une extension du cerveau humain. Et là aussi, de nombreuses études et de nombreuses recherches ont prouvé que c'est tout à fait le contraire. Et d'ailleurs, l'histoire de l'informatique domestique prouve que c'est le contraire. Et c'est plutôt nous qui avons tendance à adapter notre façon de penser, de lire, de faire des recherches sur Internet. Je ne me souviens pas le nom de ce journaliste scientifique qui a écrit « Pourquoi Google me rend stupide ?» où il explique qu'en fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure donc qu'il se mettait à rechercher beaucoup plus sur les réseaux sociaux et sur son ordinateur des informations que dans des livres, qu'en fait, ça avait totalement modifié sa façon de lire et sa façon de penser, parce qu'en fait, il était passé de l'immersion. Donc, quand on lit un livre, pour lui, on s'immerge dans un message, on prend le temps de lire, alors que, en général, quand on va chercher sur Internet une information, on vient pour picorer et on a une façon de lire beaucoup plus, on va dire, diagonale, beaucoup plus rapide, et on va chercher l'information souvent sans prendre cette information, sans chercher vraiment à pousser et à aller en profondeur et vraiment à comprendre le contexte de cette information. Beaucoup de gens, vous le voyez d'ailleurs, utilisent des citations sur les réseaux sociaux pour se répondre et tout. Et vous savez très bien que n'importe quelle citation sortie de son contexte, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Donc cet outil numérique, vraiment, cette intelligence artificielle qui de plus en plus pense à notre place, ou en tout cas anticipe nos faits et gestes. Imaginez, regardez aujourd'hui sur votre clavier de votre portable, quand vous voulez écrire un mot, vous n'avez pas écrit 2-3 lettres, qu'il vous propose déjà le mot écrire l'entier, ce qui vous enlève cette responsabilité déjà de l'écrire en entier, mais aussi d'en retenir l'orthographe. Et on peut penser aussi à cette grande révolution que je pense que beaucoup de gens comme de ma génération ont vécu avec l'arrivée des portables, donc des téléphones portables. Pendant très longtemps, je me souviens être capable de me souvenir vraiment de beaucoup de numéros de téléphone, de mémoire et tout. Et puis au fur et à mesure que le portable est arrivé, eh bien, j'en suis arrivé aujourd'hui à être incapable de me souvenir. Déjà, j'arrive à me souvenir de mon numéro de téléphone, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que on a tendance en fait à souvent à quelque part à projeter donc une certaine responsabilité vers un outil, et ce qui rend cet outil de plus en plus indispensable. Et voilà, c'est pour ça que quand mon grand-oncle parlait de la responsabilité et des outils que nous utilisons actuellement, eh bien, il est clair que de plus en plus, nous utilisons des outils, des instruments qui, quelque part, s'accaparent notre responsabilité. Et je le rappelle, donc mon grand-oncle qui est berger, je rappelais en fait que ce n'est pas innocent que lui ait cette intuition, ait eu cette intuition, puisque un berger, quelque part, c'est quelqu'un qui a pris, qui s'est accaparé la responsabilité de vie, de survie, d'existence de son troupeau, qui est devenu responsable de ce troupeau, et en devenant responsable du bien-être et de la survie de ce troupeau, il en est devenu le maître. Donc il y a une véritable réflexion à avoir par rapport à cette relation et l'influence que ces objets ont sur nous, parce que de plus en plus, ce sont ces objets, ces instruments qui influent sur notre nature beaucoup plus que nous. Nous le verrons d'ailleurs plus tard dans le développement donc de cette présentation, à quel point la chose est réelle, prégnante. Et c'est donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, justement, c'est si de plus en plus des machines, des appareils, des algorithmes pensent à notre place et influent sur notre manière de penser.
si toutes ces choses qui sont quelque part méta-naturelles, hors de la nature, même s'il y a un débat aussi à se poser là-dessus, est-ce que les techniques des fourmis, qui peuvent des fois être les outils, les instruments des animaux, et des fois, par exemple, quand on prend l'exemple des fourmis qui sont capables vraiment de créer des bombes, de faire de l'agriculture, de l'élevage, voilà, donc de construire, comme les termites aussi. Est-ce que donc, si on reste quand même sur le postulat que ces créations humaines, technologiques, sont extra-naturelles, eh bien, comment tous ces objets qui nous influencent donc notre nature humaine, comment vont-ils nous permettre de rester humains? Parce que je pense sincèrement que l'humanité, elle, est profondément ancrée dans la nature. On l'a vu justement d'ailleurs avec l'histoire de la techné, que la technique pendant longtemps n'a pas été une rupture avec la nature, et bien au contraire, et ni l'art d'ailleurs. Donc voilà, voilà pour cette donc deuxième partie qui était autour de la technologie comme environnement et comment donc des outils, des instruments peuvent vraiment influer sur notre nature et devenir de véritables agents d'environnement pour nous, et comment nous devons donc rester vigilants à ce propos. Donc nous aborderons bientôt la troisième partie et je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses et j'espère donc toujours que vous allez m'apprendre des choses en participant, en interagissant sur donc la rubrique commentaires. Et puis voilà, peut-être qu'ensemble, je l'espère, nous allons développer une vision encore plus claire de la chose, de ce sujet éminemment important qui est la relation entre la technologie et l'environnement. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.